Bonjour à toutes et à tous et bien retrouvés pour ces Serie A Express. On revient cette semaine à Formation classique pour débriefer ce week-end qui nous a mené beaucoup de nouveautés, on peut dire, et des changements et voilà, et cette course à la tête de la Serie A qui se réouvre un peu plus. Mais avant de débuter, je vais saluer Cédric Canal depuis Milan et Odi Stéphane à Rome et surtout vous dire les dernières nouvelles de les probables retours de Giovinco in Italie en Serie A à la Sampdoria ou un Insigne qui va au Canada et un Giovinco qui revient en Italie. Salut les amis. Salut Valentina, salut Stéphane, salut à tous. Salut Cédric, salut Valentina, bonjour à tous. Je ne sais pas si Cédric, tu veux commencer toi, parce qu'il y a beaucoup d'actu chaude. Il y a beaucoup d'actu chaude et on va peut-être commencer par le dernier match qui nous a tenu en haleine. Alors la journée n'est pas terminée puisqu'il y a la rencontre entre Spezia et Salernitana ce lundi soir. Mais on va parler du match de dimanche soir qui était beaucoup attendu avec la Juve et donc qui présentait ces deux nouvelles recrues, Vlahovic et Zakaria, et en plus les deux recrues qui ont marqué, au-delà de ce petit symbole, qui est plus qu'un symbole, puisque les deux buts offrent 3 points à la Juve, et ainsi permet au Bianconeri de se retrouver quatrième, puisque l'Atalanta, dans le même temps, hier, fait un faux pas contre Cagliari. Voilà, ce qui est. Alors, c'est une petite statistique, parce qu'on reparlera peut-être pas de ce match-là, mais j'ai vu que Cagliari s'est imposé 4 fois lors des 5 dernières années à Bergame, ce qui est quand même une statistique assez hallucinante, puisque depuis 5 ans, l'Atalanta est quand même une force, une valeur sûre de Serie A. Il y a des choses comme ça. Mais j'avais lu hier, avant les matchs, que bon, Mazzarri voulait faire quelques petits blagues, on peut dire comme ça. C'est pas les bons termes, mais juste pour comprendre à Gasperini, bon, il a réussi son pari. Exactement. Et bon, on verra Cagliari qui a pas mal changé pendant le mercato et qui donc est en course pour se sauver. Ces 3 points sont très importants. On verra comment l'Atalanta réagira. Match particulier puisque Musso a pris un carton rouge, le gardien. Donc, ils ont joué à 10 une bonne partie du match. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui ont un petit peu compliqué le scénario de l'Atalanta. Mais donc, parlons de la Juve. Victoire 2-0, victoire maîtrisée. On a plutôt vu une bonne équipe et puis on a vu un trident offensif, Morata, Dybala, Vlahovic, vraiment intéressant, avec un Morata qui était quasiment en renaissance sur le côté gauche, un petit peu à la Mandzukic, pour se rappeler le dernier joueur comme ça, attaquant un peu physique, qui était sur un côté sous Allegri. Et puis donc Vlahovic qui a mis 13 minutes pour marquer son premier but. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il marque son premier but et il faut aussi voir le but qu'il marque parce que c'est un vrai but d'attaquant. Il lobe le gardien, plein de sang-froid. On pourrait penser qu'en arrivant à la Juventus, ils mettent un peu de temps à se mettre dans le bain et à tenter des actions comme celle-là. Et là, c'est un vrai buteur, quoi. Il n'hésite pas, il est devant le gardien, le petit lobe, ça va au fond. C'est très beau but, très bon début pour lui à la Juventus. Et ça va être intéressant de le suivre sur les prochains matchs. Ça va être sans doute intéressant. Allegri, il était très, très heureux avant les matchs d'avoir ces possibilités parce que, bon, ça sentait depuis un certain temps qu'il manquait du poids là devant. La reconstruction de la Juve, ça venait de loin. Et là, sûrement, il y a quelque chose de nouveau, une sorte de nouveau cycle. Après, c'est un peu trop tôt pour juger, mais on sait que Vlahovic avec la Juve, ça fait un bon bout de temps qu'on parle de lui, de ses passages. C'est clair qu'entre la Fiorentina et la Juve, ça passe toujours mal. Comiso, il a pris très, très mal ses passages de Vlahovic. Il a dit que lui et son entourage, ils ont été des menteurs. Donc, à comprendre sous l'effet que tu disais, Stéphane, de ses débuts, mais je pense qu'il était préparé depuis un bon bout de temps à descendre sur le terrain. Il a essayé de mettre à terre un peu tout les polémiques autour aussi de son arrivée parce que bon,
les journaux, tout de suite, en Italie, ils ont dit, bon, il va aller dans la villa qu'il avait Ronaldo, il a pris la 7 parce que c'est Ronaldo, et lui, il a dû mettre en silence tout ça, que je veux dire, quand même, ça pouvait avoir un poids, soit en début, vu les attentes. Je pense que quand même, il a fait un bon travail sur ce point de vue-là. Et après, il a laissé parler des terrains et la réponse était parfaite. C'est là qu'il est très fort parce qu'à 22 ans, justement, avec toutes les polémiques qu'il y a eu, la pression qu'on lui met, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur parce que tous les journaux et tout le monde va lui tomber dessus s'il met quelque temps à marquer. Et à 22 ans, il prend toute cette pression et il la transforme en 13 minutes. Il se libère de tout ça parce qu'il met un but. Après, il va falloir qu'il continue, bien sûr. Mais déjà, il a fait taire beaucoup de monde en 13 minutes et ça ne peut que l'apaiser pour les prochains matchs. Effectivement, on verra. En tout cas, c'était intéressant aussi de voir le début d'entente avec Dybala, au-delà de la célébration avec le Dybala masque de Vlahovic. Mais sur le terrain, il y avait pas mal déjà des premières connexions. Et puis, pendant le match, il y avait une stat assez intéressante aussi. C'était Vlahovic jouait entre 9 et 10 mètres plus haut que les positions moyennes de Morata et Dybala. Donc, on voit que là aussi, il va vraiment apporter une chose qui manquait beaucoup à la Juve. C'était cette profondeur, le fait de pouvoir voilà, Mais mettre aussi le la bloc qui est vitesse plus haut et dans la la vitesse. profondeur. Parce que si tu as la profondeur, mais tu n'as pas la vitesse, quand même, ça coupe. On peut dire que la Juve est un peu plus belle en ce moment, ou ça va redevenir quelque chose, comment dire, moche, mais qui gagne. Allegri n'est pas un esthète du football, hein. Je ne pense pas que l'équipe se transforme avec le plus beau jeu d'Europe. Mais avec un trio offensif comme ça, même si je pense qu'on ne les verra pas à chaque fois ensemble, les trois de devant, d'autres joueurs viendront, que ce soit Cuadrado, Bernardeschi. Bon, il n'y aura pas Chiesa puisqu'il est blessé, mais on aurait pu imaginer aussi Chiesa dans ce trio-là devant. Mais en tout cas, il va changer de formule souvent, certainement autour de Vlahovic. Mais il a désormais avec Vlahovic, on le disait, pour la profondeur, et aussi Zakaria, parce que c'est sa première aussi, au-delà de son but, était intéressante. On voit qu'il apporte de la course au milieu de terrain, et c'est ce qui manquait au milieu, parce que Rabiot, Arthur, ce sont des joueurs qui sont bons techniquement, mais qui n'ont pas forcément cette, Vitesse. voilà, c'est ça. Et Zakaria va l'apporter, je pense. Et là aussi, c'est ce qui manquait. Donc, c'est vraiment un mercato pour réparer celui de janvier. Je pense qu'ils ont bien réparé. Après, on verra s'ils sont en lutte pour le Scudetto ou pas. On verra sûrement déjà dimanche après leur match contre l'Atalanta, puisque ce sera un match important. Mais certainement, Pour ils tous les sont. deux, parce que vu la situation dont on parlait juste avant, voilà, ça va être un match clé. Justement, on parlait de Vlahovic, Valentina, on peut peut-être rebondir sur la Fiorentina Qui a amené à une lourde défaite contre la Lazio. Et aussi, si la Fiorentina, elle a fait un mercato important pour ce janvier. Bon, je pense que la tâche d'Italiano sera beaucoup plus compliquée que celle d'Allegri, parce qu'au-delà des joueurs qui sont arrivés, euh, pour dire en avant-match, on pensait de voir presque tous les recrues déjà à la première minute, et chose qui ne s'est pas arrivée. Et ils se sont embrouillés un peu tout seuls. La Lazio, il a fait un bon match, ils ont maîtrisé. Immobile, qui a fait Immobile encore une fois, il a porté son équipe. Mais je pense que cet départ de Vlahovic, ça va demander du temps et de la patience à Italiano pour reconstruire. Après, je vais dire, vu d'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à là, il n'y aura pas énormément de problèmes, mais les joueurs qui arrivent depuis l'étranger, voilà, il faut les adapter aussi au championnat italien, et c'est pour ça d'ailleurs que probablement ils n'ont pas débuté aux premières minutes, pas tous en tout cas. Et donc, c'est un peu triste, vu la lancée qu'il avait fait, de se retrouver comme ça à la mi-chemin, qui doit tout reconstruire. Puisqu'il faut le rappeler, donc Iconé est arrivé de Lille. Pour le moment, il alterne les titularisations et les entrées en cours de match.
Mais donc, il y a aussi donc, Piatek qui, lui, connaît bien le championnat italien, qui est arrivé, mais qui a besoin aussi de se remettre un peu en rythme. Il y a Cabral aussi qui arrive, qui est vraiment un attaquant prometteur, mais c'est pareil, il a besoin de s'intégrer. Donc, c'est vrai que là-dessus, on voyait la Fiorentina peut-être un candidat aller chercher, pourquoi pas, une 5-6e place, concurrencer les deux équipes romaines. Pour une place comme ça en Ligue Europa ou en Conference League, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, peut-être parce que, comme tu le disais, il va falloir reconstruire désormais toute l'attaque pour Italiano. Après, au niveau de ce match-là, la Fiorentina la Lazio, si on regarde les stats, le match est assez équilibré au niveau de la possession, les duels, même sur le nombre de tirs. Après, les 3 buts qu'il y a, c'est vraiment des erreurs défensives de la de la Fiorentina, Fiorentina. où voilà, sur le but de Milinkovic-Savic, il est tout seul. Il a pas de problème pour la mettre au fond quand on connaît sa qualité. Et ensuite, les 2 buts d'Immobilier, ben, c'est du Immobilier, quoi. Il prend la défense dans le dos, et puis après, ben, on connaît sa finition. Mais donc après, sur le match, le 3-0, il est pas sévère, mais c'est une grosse défaite défensive de la Fiorentina, je trouve. Il y a peut-être parce que justement, il y a moins d'équilibre sous l'ensemble de l'équipe. Donc, quand tu repars en vitesse, ça fait surprendre. Et voilà, pour moi, dans l'ensemble, aussi, si j'ai vu des titres sous la grosse performance, je l'ai trouvé en général équilibré comme un match. Mais la Fiorentina, elle avait plus comment dire, des poids devant. Ils ont eu quelques occasions, mais ils n'ont pas été capables de la mettre au fond. Donc, vraiment, tu sentais que ça manquait c'était un peu poussif, peut-être, devant. Puisqu'on parle de la Lazio, donc, qui a signé un succès important qui permet donc de se retrouver à égalité de points avec le voisin, du coup, la Roma, Stéphane, qui a fait un triste 0-0 contre le Genoa. C'était le premier match de cette 24e journée de Serie A et qui a ouvert le programme samedi à 15h à l'Olympico. Donc 0-0. Alors, il y a eu des faits de jeu, il y a eu un fait d'arbitrage en fin de match qui a beaucoup fait parler, mais au-delà de cela, Stéphane, il y a quand même des leçons à retenir non, pour la Roma de cette performance et de cette contre-performance. Oui, oui, ben c'est une Roma qu'on a vue et qu'on voit trop souvent. On se rappelle, on a fait un partout contre la Sampdoria. Après, on fait des victoires sur Cagliari et Empoli, mais c'est pas à chaque fois non plus des victoires très faciles. On se rappelle qu'Empoli, on mène 4-0 à la 36e et on finit 4-2 et c'est compliqué. Voilà, donc pour moi, par rapport à ce match, il y a deux matchs à séparer. Il y a les 89 premières minutes de la Roma où la Roma ben, fait de la Roma. Il y a pas de jeu, on rate tout ce qu'on fait, il y a trop d'imprécisions techniques, c'est pas en place. Et on le voit sur les stats, on finit le match avec 23 tirs et 13% de tirs cadrés. Et les tirs qui ne sont pas cadrés, c'est pas des tirs qui passent à ras du poteau, c'est à chaque fois 3 mètres au-dessus, 3 mètres à côté. Donc voilà, donc sur les 89 premières minutes, le 0 est très logique, il y a rien à dire. Et ensuite, il y a ce fait de jeu. Sans revenir sur l'arbitrage, parce qu'après c'est une décision qui revient à l'arbitre, on va pas débattre là-dessus. Mais je trouve que le problème c'est dans le timing. euh, parce que de une, en vitesse réelle, l'arbitre est pas très loin de l'action. Donc il voit le geste de Abraham sur le joueur du Genoa. Il voit très bien l'action, c'est pas sifflé. Après la semelle de Abraham, le ballon qui avait été touché par le joueur du Genoa est récupéré par Mkhitaryan et l'action se poursuit. Zaniolo récupère la balle, il joue très bien à l'entrée de la surface et il frappe. De là, Zaniolo fait le but, il passe 2-3 minutes sans qu'il y ait rien, et ensuite il va voir la VAR. Enfin, à ce moment-là du match, sur une action comme ça qui est un peu litigieuse, c'est plus dans l'esprit. Est-ce qu'on doit aller voir la VAR alors que, à la limite, s'il va pas voir la VAR, que le but est validé, personne ne va rien dire. Parce que c'est dans le jeu, il n'y a pas une énorme faute, ça peut se jouer sur une décision d'arbitre. Par contre, le fait d'aller voir la VAR à ce moment-là, d'annuler le but, déjà c'est compliqué. Et ensuite, 2 minutes plus tard, sur une autre action, Zaniolo va voir l'arbitre en lui demandant ce qu'il avait sifflé, un peu énervé et avec ses mots à lui. Et c'est là que je trouve qu'il y a le gros problème, c'est qu'il n'y a aucune pédagogie de
de l'arbitre qui sort directement le carton rouge. Alors que les faits de jeu juste avant sont contre la Roma, contre Zaniolo, et il aurait pu le prendre autrement, soit lui expliquer, soit faire autrement. Voilà. Donc moi, ce qui me dérange le plus, c'est plus dans cette fin de match où on va voir la VAR alors que dans d'autres matchs, on va pas la voir pour les mêmes actions. Et ensuite, une fois qu'on a annulé le but, on fait pas preuve de pédagogie, on n'essaie pas de calmer les choses, on laisse les choses s'envenimer. Donc voilà. Après, si on prend la globalité du match, le 0-0 pour moi, il est totalement mérité. Genoa était venu, ils ont fait 10 grosses minutes au début où ils ont pressé haut, ils ont essayé de pousser la Roma à la faute pour essayer d'en mettre un, et ensuite, ben, ça a joué le point du nul, le 0-0, comme beaucoup d'équipes. Et la Roma n'a pas trouvé la faille parce que la Roma manque de réussite, la Roma manque peut-être de qualité aussi. Et donc voilà, donc le 0-0 est très mérité. Après voilà, je mettrais juste un petit carton rouge, moi pour l'arbitre, pour son manque de pédagogie sur Zaniolo. Pas pour sa décision, parce qu'après ben, elle lui revient, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais plus pour la façon dont il a géré sa fin de match. Il y a ces problèmes autour de l'arbitrage en général, souvent avec la Rome, mais en général, on voit comme encore une diminution du niveau des arbitres. Et ça, c'est quelque chose qui, surtout avec l'arrivée du VAR, c'est incroyable parce que quand même, il devait aider à gérer les situations qui pouvaient être litigieuses, parce que c'est normal, je veux dire, dans la vitesse à laquelle on joue, c'est normal, on est humain. Mais là, j'ai l'impression que ce soit comme je sais pas, ça me vient pas les termes, mais dispensare. Je sais pas si Cédric, tu peux m'aider dans ce point de vue-là. Dans le sens, vu qu'il y a la VAR, on pose moins Mm. attention à ce qu'il se passe sur le terrain. Mais après, pas tout le monde utilise la VAR de la même façon. Donc, ça amène encore plus d'inégalités, et après, ça amène encore plus de polémiques. Ben, c'est ça, c'est en fait, c'est illisible, c'est un peu le problème. C'est déjà les règles en soi du football sont souvent sujettes à interprétation, donc il y a toujours des polémiques. Mais avec l'utilisation ou non de l'arbitrage vidéo, c'est vrai que ça devient encore plus compliqué. On ne comprend pas pourquoi, parfois, pour une intervention dans la surface, il va y avoir la VAR, parfois non. Pourquoi, parfois, pour annuler un but, on va revenir une minute en arrière, parfois, on ne va pas revenir une minute en arrière. Il y a toutes ces choses-là qui créent à chaque fois un manque de lisibilité. Et, Des différences mm, objectives dans l'utilisation qui font que bon, les gens après, ils se la prennent. Je veux dire, Mourinho, j'ai l'impression que chaque semaine, il parle toujours de ces problèmes d'arbitrage, mais il ne les fait pas avec la méchanceté. Juste, il met en clair les choses et je peux l'écouter, son discours, je n'ai pas de problème. Après, il ne faut pas s'appuyer sur ça pour cacher les défauts d'une équipe ou de l'autre, parce que ça, bon, on n'a pas besoin de ça. Mais le fait qu'elle soit utilisée différemment d'un match à l'autre, ça, oui, on ne peut pas les comprendre. Oui, et surtout que souvent on dit que certaines actions, c'est un peu à l'arbitre de les juger comme il l'entend. Et sauf que là, sur cette action-là, ben, l'arbitre, il estime qu'il n'y a pas de faute enfin que le but est réglementaire au début, et c'est la VAR qui fait tout le travail après. Donc, est-ce que maintenant, à chaque fois qu'il y a un but de marqué, est-ce qu'il va falloir revenir au tout début de l'action et attendre que la VAR ait bien observé tous les gestes qui ont eu lieu? Surtout que sur cette faute-là, euh, le ballon est déjà plus dans les pieds du joueur du Genoa, et Abraham ne retouche pas le ballon après. Et c'est pas un but qui arrive de suite parce que c'est en dehors de la surface. Il y a tout un travail d'Mkhitaryan, de Zaniolo. Donc c'est vraiment une action qui amène pas directement de but. C'est un fait de jeu dans l'action. Donc soit on laisse l'arbitre qui est sur le terrain décider et quand il a un doute demander le VAR. Soit on dit ben, chaque action où il y a but, on fait pas le but, on attend que le VAR regarde les 2 minutes avant et après on prend une décision. Mais comme tu dis, le problème c'est les, et je vais en revenir à la petite phrase de Mourinho, mais le problème, c'est les différences entre les matchs et entre les arbitres, parce que chaque arbitre est un homme différent et il ressent le match comme il le ressent. Mais du coup, il y a trop de disparités entre certains matchs aujourd'hui. Et c'est là où Mourinho, dans sa phrase en conférence de presse,
où il dit en gros que la Roma au niveau des puissants, la Roma est un petit. C'est que voilà, des fois on a l'impression que sur certains matchs, quand la Juventus, l'Inter ou des équipes qui sont en Ligue des Champions jouent, on a souvent l'impression que c'est un peu à leur avantage. Voilà, on va peut-être moins les siffler, on va moins regarder ça, une petite chose. Après, quand c'est d'autres équipes, ben souvent on va chercher le petit truc qui a pu y avoir. Voilà, c'est juste là où je verrai une petite différence. Mais après, je trouve que d'un outil qui peut être très bénéfique sur certaines situations, on est en train d'en faire justement un outil qui va vraiment seconder l'arbitre. Et bientôt, l'arbitre prendra plus de décision parce il va attendre que le VAR lui confirme ou non si c'est réglementaire ou non. Donc voilà, c'est C'est assez pas ça les compliqué, je trouve. buts. Non, c'est pas ça, voilà, c'est pas le but premier, j'ai l'impression. Et pour clore, juste, c'est le Romanista, Il Romanista, le journal qui est consacré à l'AS Roma, qui dimanche a fait une belle une avec Fatelide pour toutes les décisions arbitrales contre la Roma, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi le jeu épaule contre épaule, plus ou moins, de Giroud contre Sanchez en photo, avec cette phrase à la fin que je ne traduirai pas, mais je pense que les personnes qui nous écoutent parlent pas mal italien, c'est avete rotto il calcio. Il calcio. Il calcio. Il calcio. Il faut le souligner. Oui, 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 oui. Non, Et voilà. mais c'est, comment dire, la façon romaine Mm. de faire comprendre les choses sans les dire. Voilà. Voilà. On va un petit peu au sud, Valentina, de Rome, et on ouvre la lutte Scudetto. Alors, on parlera du maintien la semaine prochaine. On fera un numéro un peu plus consacré aux équipes du bas de tableau la semaine prochaine. Mais là, on va s'intéresser à cette lutte Scudetto qui est encore plus ouverte depuis ce week-end. Alors, est-ce que la Juve ou pas en fait partie? On verra dans les prochaines semaines. Pour On l'instant, va c'est une suivre. lutte à 3. Avec le Napoli qui s'est donc imposé à domicile avec le retour de son grand attaquant qui fait tant de bien dans le jeu. Osimhen. Voilà. Bah oui, c'était les matchs à Venise, donc toujours très particulière et c'était beau de voir Osimhen marquer, mais aussi le but de Bretagne, c'est très important vu tous les doutes qu'on a toujours autour de Bretagne. On se moque un peu de lui, mais de façon genuine, si je peux me permettre. Non, mais c'est très important ces résultats parce qu'avec les résultats, je suis désolée, c'est du derby, bon, ça ramène toutes les équipes vraiment un peu des points et ça rouvre totalement les discours. Je me souviens, il y a quelques semaines, déjà, les supporters du Napoli ils ont dit, bon, c'est fini parce que ici, parce que ça avance trop devant. Là, on revient en force. On est 12e et surtout Spalletti, il était content de ne pas devoir attendre, comment dire, les fautes des autres pour continuer sa propre marche. Et ça, je pense, c'est une question de maturité très importante à souvenir que d'ailleurs, en plus, il y a Koulibaly qui était encore avec la finale de la Coupe d'Afrique, que d'ailleurs le Sénégal a gagné. Donc, aussi ce retour, ça va faire du bien. Les retours d'Anguissa, je veux dire, on a traversé un moment très difficile de turbulence, sans doute, et avec les blessures, le Covid, la Coupe d'Afrique, voilà, ça a vraiment affaibli l'équipe et s'est trouvé à ces points-là. À ce moment du championnat, c'est très important vu que tout le monde y va revenir et l'équipe majeure elle peut affronter la fin de la saison. Je pense que c'est ça les résultats plus importants qu'il a fait Spalletti, qu'il a réussi à vraiment passer à travers cette tempête avec comment dire, la capacité de donner la juste place à tout le monde. Le Napoli qui a 8 points de plus que la saison passée au même moment de la saison. Donc, on voit vraiment effectivement le Napoli qui est donc deuxième à 1 point de l'Inter leader. 53 points pour l'Inter avec 23 matchs joués, puisqu'il y a ce match à rejouer donc, contre Retard. Bologne, voilà, qui est une sorte de bonus. 52 points pour le Napoli et pour le Milan, puisque l'AC Milan a donc remporté le derby de Milan ce samedi. Victoire 2-1 avec
les Français qui ont vraiment été protagonistes, puisque l'AC Milan est resté en vie dans le match pendant une grosse heure grâce à Mike Maignan qui a vraiment qui a tout fait pour contrecarrer les plans de l'Inter. Et puis, Olivier Giroud est sorti de la boîte en 3 minutes, un doublé pour l'attaquant français qui fait de San Siro vraiment sa maison, puisqu'il a marqué 8 buts depuis son arrivée sous le maillot rossonero. 8 buts à San Siro, 6 à domicile et c'est 2 à l'extérieur, puisque c'était l'Inter qui recevait, mais bon, c'est le même stade. Donc voilà, c'est une stat assez impressionnante de sa part. Tu, pour comme il était considéré quand il est arrivé à Milan, dans le sens, c'était un peu un pari. Je ne pense pas exagérer dans les termes, mais voilà, aussi si personne mettait en doute ses qualités, mais c'était vu les moments qu'il avait vécu dernièrement, s'il arrivait en plus avec Ibra, toute la situation un peu pas trop claire sur comment ça allait dérouler l'année du Milan, et il répond présent et c'est très intéressant qu'est-ce qu'il fait parce que chaque fois qu'il est comment dire, amené à défendre les maillots, il est là. C'est Ibrahimovic, et c'est Ibrahimovic, le titulaire. Il a 40 ans, il est blessé encore une fois. D'ailleurs, son retour est encore une nouvelle fois repoussé. Donc, on sent Il vraiment... était sous la neige, d'ailleurs. Et cette chose, ça n'a pas plu énormément aux supporters milanais. De sa part, c'est bizarre. C'est vrai. Parce que normalement, sa com, elle est très, très soignée. Donc, bon, il s'est pris quelques gros mots sur les réseaux sociaux par les supporters milanais qui auraient préféré les voir San Siro en tribune pour soutenir l'équipe. Surtout que c'était des photos, a priori, d'archives de sa part. Donc, c'est pour ça, c'est vrai que c'était la communication qui était bizarre de le faire à ce moment-là. Mais bon, enfin, voilà, c'est pas bien grave. En tout cas, Olivier Giroud, le dernier numéro 9. Il a fait les tafs. Voilà, exactement. Puisque c'est vrai qu'il a un jeu vraiment différent d'Ibrahimovic. C'est 2 attaquants physiques, mais Giroud est beaucoup plus un vrai neuf. C'était un vrai duel avec Stéphane De Vrij pendant tout le match. Et le joueur de l'Inter a plutôt bien maîtrisé pendant 60-65 minutes ce duel-là. Mais voilà, Olivier Giroud, 2 tirs dans le match, 2 tirs cadrés, 2 buts. C'est vraiment là qu'on reconnaît les grands attaquants et bravo à lui. Donc, il relance le championnat, on verra la suite. Alors, je voulais rebondir sur ce que tu as dit au début par rapport à l'Inter Milan, sur Mike Maignan, parce que c'est aussi lui qui fait gagner le Milan hier, parce qu'il fait samedi, parce qu'il fait des superbes arrêts. Il faut quand même se dire qu'il il est revenu fin novembre de blessure, et je me demande combien de temps il va mettre à faire oublier un certain Donnarumma au niveau du Milan, parce qu'il est assez impressionnant sur ces 2 derniers mois. Et donc très très impressionné, il fait vraiment des super arrêts samedi. Petite question pour vous, du coup, vous voyez qui comme favori après 24 journées dans cette lutte Scudetto, Stéphane? En prenant en compte un très bon Maignan, moi je pense que le Milan va être bien en fin de saison. Je sais pas si j'ai toujours un petit doute sur Naples avec Spalletti, malgré que j'ai été étonné qu'il, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il arrive à gérer ce passage de moins bien, qui soit arrivé à bien le gérer, et on dirait que c'est derrière lui et que c'est en train de repartir sur un bon rythme. Mais moi je mettrais une petite pièce sur le Milan. Si en plus Giroud nous met des doublés de temps en temps, ça peut être pas mal en fin de saison. Et attention aussi à la Juventus derrière. Voilà, moi je dirais à l'Inter de faire attention, parce qu'ils ont été devant tout le long. C'était assez facile en début de championnat. Et là j'ai l'impression que Milan peut être pas mal, et que la Juventus, faut voir Vlahovic, mais ça peut revenir assez vite, même s'il y a quand même 8 points d'écart avec un match de plus pour la Juventus. Précision, l'Inter avait 7 points de retard sur le Milan et le Napoli avant le derby aller, donc il y avait quand même l'Inter a vraiment fait une grosse accélération à ce moment-là. Et c'est le Napoli qui a ralenti. C'est ça, mais effectivement ça montre que tout est ouvert, et même la Juve qui a 8 points de retard sur l'Inter en ayant joué un match de plus pour les Turinois, mais peut aussi revenir dans la course. Mais non, mais Mike Maignan, je pense qu'il a déjà fait oublier Donnarumma, en fait, parce qu'il fait vraiment des gros matchs. C'est 75% d'arrêt, c'est le jeu au pied long qui est excellent aussi. Il a plus de 75% de réussite sur ses passes, alors que c'est super important pour la construction du jeu du Milan. Donc, à 15 millions d'euros, faut-il le rappeler, et un salaire entre 2 et 3 millions d'euros par an. Je pense que ça vient d'où, Maignan? De Lille. Oui. Mais non, mais avant, la formation. Formation parisienne.
formation parisienne. Et aujourd'hui, il se retrouve échanger des buts. Et bon, ça va mieux pour Maignan à Milan que pour Donnarumma à Paris. Sauf que ces derniers week-ends, bon, ils ont fait ces 5 ans contre Lille. Justement. Justement, juste pour plus clore tous les tours. Toi, Valentina, du coup, tu vois qui le plus en forme dans cette lutte Scudetto? Je n'ai pas un préféré, dans le sens que beaucoup, ça dépend pour moi de comment vont peser les coupes. Voilà. Et parenthèse, je voulais rebondir sur ce que disait Stéphane, après je te laisse continuer. Effectivement, l'AC Milan a l'avantage, entre guillemets, de ne plus être en Coupe d'Europe. Donc le calendrier sera léger, alors que l'Inter a cette double confrontation contre Liverpool et le Napoli contre Barcelone. Donc, voilà. Il y a cette... mais, je veux dire, entre concurrence directe, là, il y a... Je pense qu'on verra un peu plus clair après les matchs entre Napoli et Inter, que bon, ça vient avec ces matchs de Barcelone aussi, ça vient tout ensemble. La chose bien, c'est que quand même, Naples, il a déjà joué les 2 matchs contre la Juventus, donc ça part aussi en compte parce que ça va être vraiment très strict, je pense, au niveau aussi des buts. Si on voit les classements, c'est difficile. Nous, on est devant je pense, justement pour la différence des buts. Et donc, ça peut avoir un poids, les confrontations directes entre les équipes. Là, on a la chance de jouer à moins les matchs contre l'Inter à la maison. Et surtout, le fait que le président du Napoli a baissé de façon incroyable par rapport aux derniers temps les prix des billets. Bon, ça veut dire qu'il va essayer d'amener les gens au stade et faire les deuxième homme à Diego Maradona. Effectivement, samedi à 18h, Napoli-Inter. Au match aller, il y avait eu 3-2 pour l'Inter, un très beau match. Spectaculaire, certainement l'un des plus beaux matchs de la phase aller. Devrait y avoir, oui, les 26 000 billets devraient être vendus du côté du Napoli, puisque c'est toujours 50% de capacité pour les stades pour le moment en Italie. Un petit peu dommage. C'était aussi dommage pour le derby, pour une parenthèse hors football, puisque du coup la Curva Nord de l'Inter n'avait pas fait de chorégraphie pour le match pour se plaindre de la situation, puisqu'ils se retrouvaient avec beaucoup de membres de leur club absents, puisqu'ils ne pouvaient pas acheter de billets. Donc, du coup, pour protester, il n'y a pas eu de chorégraphie. Ça avait enlevé un petit peu de spectacle à ce match. Mais bon, voilà. C'est beau. Il faut le dire, les chorégraphies de l'Inter sont toujours très beaux. C'est vrai. Et aussi celle du Milan. À chaque fois, les derbys sont magnifiques. À l'aller, le Milan l'avait dédié au personnel sanitaire. soignant, exactement, donc qui avait été très beau. Ça fait partie des choses qui sont toujours belles dans les derbys en Italie, le spectacle. Et tu parles des confrontations directes, justement. Ça pourrait peser pour l'Inter, ce revers, puisqu'au match aller, l'Inter avait plutôt dominé, mais ne s'était pas imposé. Un but partout contre l'AC Milan. Et là, l'Inter a plutôt dominé, aurait pu gagner, mais a perdu. Donc, en cas d'égalité de points à la fin de la saison, du coup, l'AC Milan serait devant. Donc, au-delà des points perdus, ça peut aussi avoir un effet la fin de la saison. Donc, il ne faudrait pas que l'Inter, par exemple, perde 2-0 samedi contre le Napoli, parce qu'ils auraient du coup aussi le désavantage sur le Napoli. Voilà, donc ça fait partie des petites choses qui peuvent compter. À tenir en compte. Il faut qu'on prenne en compte aussi le fait que le Napoli n'est plus en Coppa Italia, donc cette semaine ils sont au repos, alors que l'Inter joue mardi soir à 21h à Milan, donc il n'y a pas de déplacement, mais contre la Roma, et qu'on n'est pas à l'abri non plus d'une prolongation ou de blessures ou autre. Et du coup, ça peut être plus compliqué pour l'Inter le déplacement à Naples. Naples a peut-être une belle occasion ce week-end. C'est vrai, c'est aussi à prendre en compte. Et puis, petit mot sur la pelouse de San Siro, parce qu'on avait parlé lors de notre dernier numéro. Donc, elle a été soignée. On parlait de personnel sanitaire, c'est un peu le cas. Là, tout le monde s'y est mis. Les deux clubs ensemble ont dépassé 500 000 € pour intervenir pendant cette petite trêve. La pelouse n'était pas parfaite, mais elle était un peu mieux. Elle a encore besoin d'un peu de temps pour enraciner. Le problème, c'est que, comme tu disais, Stéphane, mardi, il y a Inter-Roma, le retour de José Mourinho contre l'Inter. Petite parenthèse. Et mercredi, il y a Milan-Lazio.
En Copa encore, donc on n'est pas à l'abri de 240 minutes en 24 heures. Un peu inquiet pour la pelouse, mais on verra. Les amis, Et on je a fait le pense, tour de ce numéro. On a plus parlé du haut que du bas de tableau. Je vous le disais, on parlera plus du bas. On parlera aussi de Napoli-Inter la prochaine fois quand même. On peut pas le rater, Valentina, ce match. je pense pas, je pense qu'on est assez dedans. Voilà, ça sera intéressant de voir comment ça va peser sur le reste du championnat. Et j'espère en tout cas de voir un beau match avec un beau stade. Voilà, ça sera un week-end à suivre. Exactement. Et donc, on va suivre ça. On va aussi suivre, bien sûr, la Roma, que ce soit en ce milieu de semaine contre l'Inter et contre Vérone en championnat, notamment sur amoroma.fr, le site géré par Stéphane. Et pour terminer, est-ce qu'on peut faire un... On a fait un pronostic tout à l'heure sur la Serie A. Vous voyez qui en Coppa Italia? Sur les demi-finales, vu qu'il y a Juventus ou Sassuolo contre Atalanta ou Fiorentina. Et ensuite, ça sera Inter ou Roma contre Milan ou Lazio. Vous voyez qui en demi, vous? Là, ça pourrait, je pense que la Juve, ça peut faire la différence là. Ça pourrait être quelque chose à chercher, vu que la situation du championnat, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Là, je pense qu'il a toutes les cartes pour arriver au but. Et du coup, dans l'autre partie de tableau, on peut avoir un derby en demi-finale, soit un derby romain, soit un derby milanais. Surtout que les Avec demi-finales, c'est Inter aller-retour, il faut le rappeler. Donc, au niveau calendrier, C'est ça ça. pèse aussi. Donc, Ouais. non, mais ça va être de très belles de très beaux quarts de finale en ce milieu de semaine. Et surtout la partie de tableau entre effectivement, les matchs entre Milanais et Romains qui vont être plutôt sympas. C'est fini pour cet Espresso Serie A. Je vous remercie les amis Cédric et Stéphane et on se retrouve comme tu as bien dit la semaine prochaine. D'ici là, on vous invite à écouter si vous voulez les podcasts de Calcio Espresso, les rendez-vous de amoroma.fr. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser et on est là pour vous sur les réseaux sociaux. Bonne semaine. Merci à tous. Bonne semaine. Ciao! Ciao.